Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April, j'ai 28 ans, je suis autiste Asperger et j'ai été diagnostiquée depuis le 1er janvier 2020, enfin début janvier en tout cas. Donc depuis je fais des vidéos en fait pour vous expliquer un peu mon parcours, la démarche diagnostique, comment je me sens après le diagnostic et puis comment c'était avant de savoir que j'étais autiste. Voilà, donc là je vais faire une autre vidéo pour parler de l'errance diagnostique. J'ai déjà fait une première vidéo en vous expliquant que j'étais beaucoup allée voir les médecins parce que je somatisais, que j'étais hypochondriaque à l'extrême, hyper vigilante et que les médecins n'arrivaient pas trop à savoir ce qui se passait, enfin ce que j'avais. Et ensuite, donc que j'ai été diagnostiquée, maintenant je vais vous parler de l'errance diagnostique et notamment concernant la démarche diagnostique, en fait de la conséquence, des dangers, des conséquences d'un diagnostic incomplet, voire erroné. Voilà, parce que malheureusement ça peut être le cas. Donc je vais décortiquer ce que j'ai moi, mon expérience en fait avec les différents professionnels, plus particulièrement concernant la neuropsychologue que j'ai rencontrée et qui a fait un diagnostic erroné et incomplet. Mais c'est pas du tout, ma vidéo n'est pas du tout là pour critiquer les professionnels ni pour démontrer à quel point ils sont incompétents, hein, c'est juste mon témoignage, mais vraiment pour vous donner des conseils suite à ça. Bien sûr qu'au niveau du corps médical, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une méconnaissance qui est critiquable de la part de l'autisme, mais moi, bon voilà, mon but c'est surtout de pouvoir vous donner des conseils donc pour que vous puissiez vous protéger et bien vous informer et bien aussi vous préparer et voilà, mentalement, anticiper. Parce que nous, on aime bien anticiper, hein. Voilà, alors je vais commencer tout de suite. Cette neuropsychologue, j'étais allée la voir dans le cadre d'un pré-diagnostic de haut potentiel intellectuel que m'avait fait ma psychologue. J'étais allée la voir cet été, ça faisait 2 mois que j'étais arrêtée par mon médecin pour un burn-out, un épuisement professionnel, donc j'étais pas au top de ma forme niveau intellect, niveau moral et tout, mais bon, j'étais tellement pressée de savoir, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'étais dans une urgence parce que ça faisait des années que mon corps me disait ça ne va pas, qu'il tentait d'exprimer quelque chose. Et donc quand j'ai eu ce burn-out, en fait, là ça a été un peu la prise de rendez-vous chez la neuropsy, ça a été un peu la dernière botte en fait que je pouvais utiliser pour arriver à trouver ce qui n'allait pas, en fait, pourquoi j'étais aussi fatiguée et aussi anxieuse. Voilà, donc j'étais pas au top de ma forme, mais j'avais plus trop le choix selon moi. Et j'avais envie de savoir, j'avais une urgence, j'avais envie d'avoir des réponses. Donc je vais la voir, l'anamnèse se passe plutôt bien et ensuite durant la passation, rapidement le test de QI, je pourrais en parler pendant des heures mais moi je l'ai pas bien vécu. J'ai trouvé que c'était pas vraiment intéressant intellectuellement, j'ai trouvé que c'était trop scolaire, un peu déshumanisant, un peu froid et donc moi comme ça m'a pas nourri et que ça a pas apporté des choses, bah du coup j'étais un peu en souffrance durant le test, j'ai un peu peiné à le faire. Et à la fin, j'étais pas vraiment bien, j'étais un peu l'impression d'avoir échoué, enfin de pas avoir pu exprimer tout mon potentiel, donc une immense frustration. Voilà, ça c'était mon ressenti. Et ensuite, durant les résultats, il y a plusieurs choses qui ont été intéressantes, pardon, dont j'ai envie de parler. Ça a été d'abord, la première chose qui s'est passée, c'est que la neuropsychologue m'a félicitée. Elle m'a dit, bravo, vous avez plein de compétences, c'est génial, vous avez une grande intelligence, vous êtes une pensée très riche, une pensée très imagée, vous réfléchissez vite, vous avez beaucoup de créativité, une sensibilité qui vous donne une richesse aussi émotionnelle, et puis vous avez un beau métier, un métier qui est en accord avec votre profil, parce que elle avait bien vu que j'étais plutôt verbale, plus verbale que mateuse. Donc c'est super, en plus vous avez su vous adapter, vous avez su compenser vos difficultés, donc c'est super, bravo. Mais non, c'est pas super, je suis en arrêt maladie. Toutes ces stratégies dont vous faites l'éloge, aussi bonnes soient-elles, m'ont mené à un épuisement physique et mental qui est inacceptable. Je suis jeune, ça faisait que 5 ans que je travaillais et j'ai déjà épuisé toutes mes ressources, donc on peut se poser des questions, ça ne va pas. Et plutôt que de me féliciter, j'aurais bien aimé qu'elle essaie de se dire, là, je comprends qu'il y a quelque chose effectivement qui ne va pas dans votre fonctionnement. On va essayer de chercher ensemble, enfin de voir ce qui vous coûte autant d'énergie et ce qui est aussi difficile pour vous. Et au lieu de ça, j'ai eu l'impression qu'elle mettait un peu le problème sous le tapis, qu'elle minimisait mon ressenti
et qu'en fait elle me stigmatisait quoi, malgré elle, hein, parce elle était totalement bienveillante, elle se voulait rassurante, elle se voulait accompagnante et bienveillante, ouais, j'ai déjà dit. Donc elle pensait bien faire, mais en fait c'était hyper maladroit et c'était plutôt totalement décalé par rapport au contexte, à ma situation actuelle qui était je suis épuisée, donc je viens vous voir un peu désespérément, s'il vous plaît aidez-moi. Et là elle me disait mais non, tout va bien, vous êtes super intelligente, plein de qualités, continuez, c'est très bien, continuez à prendre sur vous pour atteindre le niveau des autres et à ne pas montrer à quel point vous souffrez, continuez. Vous voyez, c'était comme si elle m'encourageait en fait à entretenir ce masking. C'était un peu comme quand les médecins qui me criaient dessus quand je pleurais devant eux et que du coup, bah moi, instinctivement, en fait, je continuais à lutter et j'éteignais en fait ce qui hurlait en moi, en fait, ce mal-être, cette fatigue, cet épuisement, ce trop-plein émotionnel lié à mon fonctionnement. Je l'éteignais. Et là, à nouveau, c'est comme si on avait cherché à l'éteindre, en fait. Mais bon, sans vouloir faire de mal, hein, mais du coup, c'était pas du tout adapté à mon état. Donc, il n'y avait pas une prise en compte suffisante de mon état global de ma personne, malheureusement. Après, le point positif, parce qu'il y a aussi eu des points positifs, c'est qu'elle a très bien compris mon fonctionnement de manière globale. Donc, elle a très bien vu que j'étais plus verbale que matheuse, enfin, c'est-à-dire qu'au niveau du raisonnement, comment on dit, compétences verbales, j'étais très bonne, mais au niveau logico-mathématique, c'était beaucoup plus faible, donc il y avait un écart très significatif. Donc elle a questionné ça parce elle a vu que j'avais aussi des soucis de mémoire de travail et que du coup, bon bah ça posait question et elle m'a proposé des pistes de travail, elle m'a proposé une remédiation neuropsychologique par rapport à la mémoire de travail qui est à la base de tous les apprentissages. Donc elle n'est pas restée sans solution. Par contre, là où ça a peut-être péché, c'est qu'il n'y avait aucune explication concernant cet écart, qui était quand même très significatif. Je crois que de mémoire, c'était plus de 40 points. Donc quand il y a un écart type aussi grand, normalement, ça pose quand même plus de questions. Il n'y avait aucun questionnement par rapport à cet écart. Et puis, aucun lien qui était fait non plus, là encore, de manière plus globale, avec mon vécu, avec ma personne, avec mon état actuel aussi, mon épuisement et ma façon de gérer mes émotions. Voilà, c'était trop en fait séparé, comme dans un tableur Excel, en fait, clac, 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 et pas mis en lien pour essayer de faire une synthèse la plus juste possible qui corresponde vraiment à ma personne, à qui j'étais. Donc elle n'a pas fait ça, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle plaquait des trucs qu'elle connaissait très bien. En l'occurrence, la mémoire de travail, c'était son domaine, mais qu'elle cherchait pas vraiment à voir plus loin. Et je m'explique, et c'est pour ça que je parle des conséquences d'un diagnostic incomplet, c'est que cette mémoire de travail, en fait, elle fait partie d'un ensemble plus vaste qui s'appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives regroupent, alors de mémoire, c'est la flexibilité mentale, c'est le déficit d'inhibition, ou pas, en fait, si on arrive à occulter les bruits autour pour se concentrer, ou si on est sans cesse surchargé d'informations et donc on perd l'attention, on n'arrive pas à se focaliser. Voilà. Il y a aussi la compréhension des implicites sociaux, la gestion des émotions, voilà, enfin je sais plus, mais en tout cas c'est un ensemble plus vaste. Et donc c'est vrai que ce qui aurait peut-être été judicieux, quand on se rend compte à quel point, quand on constate de manière clinique, et puis aussi lors d'un test, que la mémoire du travail est compliquée pour une patiente, ça aurait été en fait de passer des tests complémentaires sur ces fonctions exécutives pour vérifier que les autres fonctions exécutives fonctionnaient bien pour cette patiente. Or, c'est pas du tout ce qu'elle a fait pour moi. Et là où c'est encore plus, on va dire, bizarre, critiquable et malheureux, c'est qu'en fait, les fonctions, si vous voulez, moi j'ai un trouble des fonctions exécutives qui a été diagnostiqué par mon psychiatre après ça. Et en fait, ce trouble des fonctions exécutives se voyait de manière clinique durant le test. Je m'explique. Durant le test, j'ai passé les exercices et j'étais hyper concentrée. Je voulais vraiment bien faire, comme d'habitude. Hein, je voulais vraiment être au top, être performante. J'avais un souci d'être... oui, de faire au mieux, quoi. Mais c'était aussi parce que je comprenais l'exercice comme ça. Je comprenais l'exercice comme il faut que je fasse au mieux. C'est l'objectif. Or, pendant les différents exercices, j'ai eu du mal à passer d'un exercice à l'autre. J'avais tendance à rester bloquée sur l'exercice d'avant, surtout quand je n'avais pas trouvé la solution. Et donc, je continuais à réfléchir à l'exercice d'avant, alors même qu'on était passé à l'exercice suivant, depuis même plusieurs minutes. Alors que moi, ça continuait à me travailler dans ma tête. Ça, c'est un exemple de manque de flexibilité mentale. Et elle en a fait une observation clinique, sauf qu'elle ne l'a pas vu.
ou en tout cas, elle n'a pas voulu le voir. J'ai vu qu'elle réagissait, donc j'ai vu qu'elle avait senti que je réfléchissais toujours, mais elle n'en a pas tiré d'hypothèse. Et c'est là où le test de QI, il a péché, je pense, et c'est là où il faut être vigilant, parce que normalement, dans un test de QI, ce ne sont pas les résultats qui comptent, c'est la façon que vous avez de réfléchir, et c'est votre comportement aussi durant le test. Et là, ce comportement, elle n'en a pas du tout tenu compte, malheureusement. Voilà. Il y avait autre chose aussi qui pêchait, c'est qu'il n'y avait pas de lien qui était fait aussi par rapport à mes observations durant le test, notamment concernant l'attention. Elle a vu que j'avais une bonne attention. Elle a noté que j'avais une bonne capacité attentionnelle. Bah évidemment, j'étais tellement stressée, je voulais tellement faire au mieux que forcément j'étais hyper attentive, mais je dirais presque trop. C'était trop pour être normal. J'étais hyper vigilante pratiquement. Et donc là encore, cette attention et cette anxiété liée à l'attention, elle pouvait peut-être être questionnée. Et là où c'est plus embêtant et plus grave et plus contestable, c'est qu'en fait, à plusieurs reprises, je n'ai pas réussi à faire les exercices parce que je n'arrivais plus à me concentrer. Et je l'ai dit, je l'ai verbalisé. À plusieurs reprises, je dirais 4 ou 5 fois durant le test, j'ai dit, je n'arrive plus à me concentrer. Donc je l'ai formulé, en plus je lui ai apporté sur un plateau d'argent, elle avait même pas à l'observer cliniquement, je lui disais carrément quoi, je lui donnais l'information, sans réaliser qu'en fait là je parlais d'un problème d'attention, ou en tout cas quelque chose qui aurait pu être questionné, de manière totalement naïve et spontanée, je lui disais ça. Et elle n'en a pas tenu compte. Elle m'a même dit, oui je sais, c'est difficile. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne sais pas si c'est facile ou difficile, puisque je n'arrive même pas à réfléchir pour savoir, pour évaluer la difficulté de l'exercice. Vous comprenez la nuance? Donc là encore, ça a un peu pêché au niveau du ressenti que j'avais. Il y a autre chose aussi, c'est que durant le test, j'étais très anxieuse et que quand je suis arrivée devant elle, le premier truc que j'ai dit, c'est ça m'angoisse, j'ai pas bien dormi, je me sens un peu fébrile, un peu angoissée, et tout de suite elle m'a répondu mais non. Et puis elle m'a balancé les exercices sous mon nez. Donc je pense que tant dans l'analyse précise et détaillée des résultats que de son comportement lors du test, il y a des choses peut-être qui auraient pu se passer différemment, qui auraient été judicieux de remarquer, et je trouve voilà, qu'elle ne l'a pas fait, malheureusement. Donc je parle de ça pour vous expliquer que c'est pas parce qu'on vous dit qu'il n'y a rien, ou c'est pas parce qu'on vous dit que tout va bien de ce côté-là, que c'est le cas. Il faut être vigilant. Et pour ça, c'est vrai que c'est un peu angoissant pour nous les patients. Parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression que je devais me renseigner le plus possible sur les caractéristiques autistiques pour ensuite pouvoir informer le professionnel de santé. Donc là, j'aurais été devant elle et j'aurais dit alors je vous explique un peu le TSA, ce que c'est, voilà. Donc ça existe, voilà, il y a tel tant de cas, voilà les critères, et puis voilà un peu comment ça se passe au niveau du cerveau. C'est bon, vous avez des questions? On va faire une petite interrogation, puis on va voir ce que vous avez retenu. Voilà, donc j'avais un peu l'impression d'être la professeure des professionnels qui expliquait un peu comment les choses fonctionnaient pour nous. Donc, posture hyper bizarre et aussi hyper angoissante pour moi, parce que du coup, ce qui s'est passé après, par rapport à la façon dont ça s'est passé durant la passation, ça a augmenté mon anxiété, ça m'a mise mal à l'aise, j'ai ressenti une frustration. Pendant les résultats, elle m'a dit des choses qui étaient en contradiction avec mon état émotionnel du moment, et puis aussi avec même mon ressenti, enfin par rapport à l'attention, qu'elle me dise vous avez de très bonne capacité attentionnelle. Bah non, déjà c'est pas vrai partout, et ensuite c'est pas ce que je vous ai dit, c'était pas moi mon ressenti. Voilà. Donc là c'était compliqué, mais en plus il fallait que limite pour d'autres professionnels, non seulement que j'explique un peu ce que c'était qu'un trouble attentionnel, ce que c'était qu'un trouble des fonctions exécutives, ce que c'était que le haut potentiel, même beaucoup, et ce que c'était que le TSA, mais en plus que que je demande à passer des tests. C'est-à-dire que tant que je ne demandais pas, on ne me les passait pas, ces tests. Et du coup, le truc n'existait pas, quoi. Donc là encore, je trouve que c'est pas une posture agréable pour le patient. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, après ce malheureux, cette expérience pas très heureuse avec cette professionnelle-là, j'ai été hyper anxieuse devant les autres professionnels. J'étais hyper vigilante et du coup, ça m'a mis dans un état où en fait, j'avais peur que le professionnel minimise mes ressentis, j'avais peur qu'il connaisse mal son métier. Et du coup, je lui donnais plein d'infos, là encore, pour qu'il comprenne bien mes difficultés
et qu'il fasse bien les liens avec le trouble. Donc là encore, j'étais un peu dans une posture pas du tout agréable, pas du tout sereine. Voilà. Alors qu'on aurait... Enfin, en fait, j'avais pas vraiment à faire ça. J'aurais dû me reposer sur le professionnel. Logiquement, j'aurais dû évoquer de manière synthétique un peu comment je vivais, en fait. Comment je vivais dans mon fonctionnement, comment il se manifestait. Et ça aurait été au professionnel de faire les liens. Pas à moi, mais en fait, j'avais l'impression que presque, même si c'est un peu prétentieux de dire ça, que je savais mieux que lui. Et qu'en fait, j'étais plus lucide sur moi que lui ne l'était. Ou que lui, voilà, il voulait pas trop chercher plus loin, ou alors il savait pas trop. Voilà, c'était un peu bizarre, ambigu. Alors, je vais terminer avec la neuropsychologue. Elle m'a du coup donc dit que j'avais plein de qualités, etc., etc. Et après, malheureusement pour elle et pour moi, elle m'a fait un faux diagnostic. Donc, premier point, elle me dit, on ne peut pas calculer votre QI parce qu'il y a des écarts qui sont trop grands et donc ce serait pas significatif. Logique, voilà. Bon, là encore, elle ne questionne pas cet écart, elle me dit pas trop pourquoi. Donc moi, du coup, j'insiste, parce que toujours moi, la petite futée, la petite maligne, mais pourquoi, mais comment ça se fait, mais dites-moi. Et là, elle me balance le mot de dyspraxie. Ok. Bon, je ne sais pas ce que c'est qu'une dyspraxie. J'en ai jamais entendu parler. Je suis pas une spécialiste. Moi, bon, je suis prof, donc je connais la dyslexie, je connais la dysorthographie. Vaguement, je suis prof de français, donc oui, j'ai déjà travaillé avec des élèves 10. La dyspraxie, j'en ai jamais... Je connais pas, je sais pas. Donc elle me dit la dyspraxie, puis elle me laisse comme ça un peu sur ma faim. Moi, du coup, je me prends ça un peu en pleine face, et donc je suis un petit peu remuée, donc j'ose pas poser d'autres questions. Et voilà, et ça s'arrête là. Donc là où aussi je pourrais un peu reprocher au niveau du compte-rendu, c'est qu'il n'y a pas... C'est pas assez creusé. On questionne pas assez, on pose pas assez de questions, et quand on émet une hypothèse, elle le fait à l'oral, elle l'écrit pas. Donc à l'écrit, elle me dit que j'ai des troubles, que je dois compenser mes troubles relatifs aux apprentissages, mais elle ne nomme pas ces troubles. Donc c'est très trouble. Du coup, voilà, et ensuite quand elle le dit à l'oral, donc elle met quand même une piste, donc c'est pourquoi pas. Mais il n'y a aucune pédagogie, donc elle m'explique rien. Et en plus, elle ne m'oriente pas vers un autre professionnel. Donc en fait, logiquement, elle aurait dû me dire, bon là je ne sais pas, je pense qu'il y a peut-être ça, je vous invite à vous orienter vers un psychomotricien pour en savoir plus. Mais non, elle ne fait rien. Et là encore, déjà c'est moi qui dois lui arracher de la bouche le mot de dyspraxie, ce qu'elle veut pas me le dire, hein, je sais pas, hein, peut-être que c'est un secret d'État, peut-être qu'il y a je sais pas, il y a des quotas de dyspraxie, il faut pas que ça se sache, c'est un secret, il faut pas que la vérité soit révélée aux patients, parce que vraiment, ce serait une catastrophe, je sais pas, hein, je comprends pas trop. Je comprends pas trop le but de taire des choses. Bref, mais elle est comme ça. Et ensuite, ouais, il n'y a pas de suivi en fait derrière. Il n'y a pas d'accompagnement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose concernant le faux diagnostic. Et ensuite, là où ça a vraiment été compliqué, c'est qu'elle m'a dit que je n'étais pas autiste. Alors pourquoi elle a dit ça? Parce que moi encore, moi la professionnelle, hein, je lui faisais confiance. Donc moi, je lui posais des questions. Et en fait, comme j'avais fait les liens, là encore, toute seule, dans ma tête, lors de l'entretien, où elle me pose des questions sur mes interactions sociales et où je lui dis « Je suis fatiguée, je ne comprends pas, c'est difficile », moi, dans ma tête, Eureka, je pense à l'autisme, mais elle, je pense que pas du tout. Elle a rien capté, ou alors elle a fait peut-être des liens, mais elle les a vite oubliés dans sa tête, parce que faut surtout pas qu'on pense à l'autisme, hein, surtout pas. Donc moi, je lui demande « Mais est-ce que vous pensez que je suis autiste ?» Et là, elle me répond « Non, vous n'êtes pas autiste, parce que vous savez vous adapter. » C'est quand même tellement gratuit de dire ça. C'est quand même tellement rapide, c'est quand même tellement stigmatisant là encore. Comment on peut dire ça? Comment on peut affirmer ça à son patient? Alors, je veux dire, c'est pas une posture saine, parce que déjà, on n'en sait rien, donc on dit je ne sais pas, on n'affirme pas quelque chose, on ne donne pas un faux diagnostic, hein, parce que autant les vraies choses on les dit pas, mais les fausses choses on les dit, donc c'est pas logique. On me dit que je suis dyspraxique, enfin on me dit pas que je suis dyspraxique, mais par contre on me dit que je suis pas autiste. Et on l'affirme, enfin c'est quand même hyper étrange je trouve. Donc déjà on fait pas ça, et ensuite, je veux dire, si on connaît pas le sujet, et c'est normal, on n'est pas tous spécialistes de la même chose. Elle, en l'occurrence, elle était spécialiste de la mémoire de travail. Donc c'était déjà un gros truc. Bah, dans ces cas-là, on dit je ne sais pas et je vais vous orienter là encore vers quelqu'un d'autre. Mais elle ne l'a pas fait. Bon. Voilà. Ensuite, elle m'a dit que j'étais pas au potentiel. Bon, là encore, elle a affirmé ça.
alors qu'elle m'a dit juste avant qu'on ne pouvait pas calculer mon QI. Donc c'était un peu bizarre. Elle n'a pas du tout pris en compte mon état émotionnel, mon vécu émotionnel. Donc moi j'avais lu plein de choses sur le haut potentiel, je me reconnaissais de toute mon âme, de tout mon être avec le haut potentiel. Hein, peut-être pas un haut QI hein, non plus, hein, peut-être pas... Le QI je m'en fichais en fait. Moi ce que je voulais c'est avoir des pistes, c'est comprendre mon fonctionnement. Et tant que je sais pas, bah en fait c'est flou pour moi. C'est très compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que c'était aussi important pour moi de me faire diagnostiquer, pour pouvoir vraiment appeler un chat, me dire voilà, moi je suis un chat, je suis pas un chien, du coup je fonctionne comme ça, c'est normal, c'est pas ma faute, et je vais essayer de trouver des solutions. Alors que si je sais pas, je vais me dire bah non, mais il n'y a pas de raison que je sois un chat, je suis comme les autres, je suis un chien, et du coup il faut que je fasse comme les chiens. Mais bon, un chat qui essaie d'imiter un chien, c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Voilà, donc elle me dit que je suis pas au potentiel. Après, moi, du coup, toujours petite fuitée, petite manie, du coup, j'essaie de creuser. Là, je vois qu'elle est mal à l'aise, qu'elle essaie un petit peu de me balader. Et là, je lui demande si elle pense que j'ai une pensée par arborescence. Et là, elle me dit oui. Donc déjà, le truc complètement contradictoire, en fait. Parce que je crois, hein, de ce que j'ai compris, si on a une pensée par arborescence, c'est qu'on est neuroatypique. Et donc, certainement, au potentiel, voilà. Enfin, que ça va dans cette case-là. Donc, vraiment hyper étrange. J'ai pas compris pourquoi elle refusait là encore de me diagnostiquer, qu'elle me disait non, c'était vraiment, je pense, très maladroit. Voilà, alors tout ça pour vous dire que si vous passez un test de QI, je pense que c'est important de choisir une professionnelle ou un professionnel, donc par exemple qui vous connaît en tant que psychologue, parce que je crois qu'il y a des psychologues qui sont aussi neuropsychologues, et donc c'est important d'avoir des professionnels avec qui vous avez déjà parlé de votre histoire. Donc moi je vous dis ça parce que ma psychologue, depuis cet événement malheureux, parce qu'il n'y a pas eu que moi à qui elle a dit qu'il n'était pas autiste et en fait la personne l'était, depuis cet événement malheureux, ma psychologue qui est super et tout, elle a acheté la Waze, là, le test pour pouvoir le passer. Et donc je pense que si je l'avais passé avec elle, si j'avais passé le test de QI, ça se serait pas du tout passé comme ça. Il y aurait eu beaucoup plus de prise en compte de mon état émotionnel, de mon vécu, de mon histoire, de mon caractère. Parce qu'en fait, elle n'a pas du tout fait de lien avec mes émotions. Si ce n'est de me dire, oui, bah c'est l'anxiété, là encore, ou alors, oui, vous êtes très sensible, mais c'est tout. Et en fait, bon, là encore, c'était très tableur Excel, il n'y avait pas de lien. Donc voilà, c'était compliqué. Donc si vous pouvez trouver une professionnelle qui soit aussi psychologue, que vous connaissez, et qui soit habituée aussi à passer des tests chez les adultes et qui connaît bien la douance, le haut potentiel et l'autisme, parce que la vérité c'est que souvent aussi les professionnels, ils confondent haut potentiel et haut QI. Et ça, je pourrais en parler pendant des heures également parce que ça m'énerve vraiment qu'on confonde les deux parce que ça n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, on peut être haut potentiel et haut QI, mais les hauts QI ne sont pas tous haut potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux choses différentes. En fait, c'est vraiment un fonctionnement intellectuel différent. Et voilà, et moi, j'ai vraiment eu l'impression, quand elle m'a dit « Vous n'êtes pas haut potentiel, vous n'êtes pas autiste, vous êtes peut-être dyspraxique, mais bon, je vous explique pas ce que c'est. Et puis bravo, tout va bien, vous avez su vous adapter. » J'ai vraiment l'impression que vraiment là, c'était le poignard, quoi. Elle me tuait. Enfin, vraiment, malgré elle, hein, parce que franchement, c'était fait avec aucune méchanceté, c'était pas... il n'y avait pas de malveillance, hein. Elle voulait vraiment m'aider, elle voulait vraiment me rassurer. Mais là encore, le problème de rassurer le patient, c'est que on lui dit des choses fausses, ou alors on lui dit pas tout. Et enfin franchement, mais c'est pas logique. Moi, je n'arrive pas à comprendre la logique. Comment on peut ne pas vouloir tout dire? Comment on peut croire que en ne disant pas toute la vérité à un patient qui souffre, ça va le rassurer? Enfin, je comprends pas comment on peut penser ça. C'est pas logique. Encore un patient qui va très bien. Du coup, c'est même pas un patient, il va même pas consulter, il va très bien. Il a peut-être un fonctionnement différent, mais il s'en fiche, il n'y a pas de conséquences. Et bah très bien, on le laisse tranquille. De toute façon, lui, il va pas solliciter les professionnels. Mais à partir du moment où on a quelqu'un qui a une souffrance et qui se heurte à chaque fois à un mur et qui comprend pas pourquoi, qui finit par être hyper angoissé, par être épuisé et tout, par s'arrêter de travailler, comment on peut encore cacher, enfin ce déni, je sais pas, cette peur, c'est vraiment pathologique, quoi. Il faut arrêter, quoi. Là, maintenant, il faut casser la glace, il faut briser la glace, voilà, parce que il y a des gens qui n'y connaissent rien, qui ne se renseignent pas, qui ne veulent pas voir et qui disent aux patients c'est l'anxiété parce qu'en fait ils veulent pas prendre leurs responsabilités ou en tout cas ils ont une espèce de blocage qui à mon avis est pathologique et qu'il faut questionner. Voilà, il faut plus que ça se passe comme ça.
C'est pas possible. Donc voilà, moi je vous parle de cette neuropsy pour un petit peu vous expliquer les problèmes que j'ai eus. Donc, malheureusement pour elle, il se trouve que tout ce qu'elle m'avait dit était faux, puisque j'ai été diagnostiquée autiste Asperger, j'ai été diagnostiquée dyspraxique, et j'ai aussi été diagnostiquée, d'ailleurs il y a 2 semaines, TDAH, donc avec un trouble attentionnel, et je n'ai pas été diagnostiquée du coup au potentiel, on ne saura jamais, mais moi je me suis auto-diagnostiquée, et du coup pour moi, c'est comme si je l'étais. Et de toute façon, en fait tous les professionnels de santé, quand je les ai appelés par rapport à la dyspraxie, ils m'ont dit mais comment vous avez... Oui, comment vous avez fait si vous êtes dyspraxique toutes ces années? Et en fait, eux-mêmes, ils ont fait le lien avec le haut potentiel. Du coup, c'est assez intéressant, enfin, de se dire, oui, tout ça, c'est logique, en fait. Voilà. Et donc, bon, c'est logique, mais il y a encore des gens qui ne veulent pas voir ou qui sont pas trop dans cette logique. Donc, pour terminer, j'ai encore 2 choses à dire. La première chose, c'est, voilà, c'est un peu ce que j'ai déjà dit, mais je résume. La posture médicale qui ne va pas, la raideur dès que je parle d'autisme, où je sens que la personne, le médecin se crispe, il va minimiser, il va remettre en question de manière consciente ou non, hein, et il va dire mais non, c'est pas ça, c'est pas l'autisme, c'est l'anxiété. Et puis quand il y a un prédiagnostic, c'est la dyspraxie. Et puis après, quand on avance, c'est, je sais pas moi, c'est les émotions, ou alors c'est un traumatisme. Donc là, il faut vraiment qu'on travaille plus sur ça. Voilà. Ensuite, certains professionnels ne veulent pas mettre des gens dans des cases. Et bon, c'est vrai que certaines personnes n'aiment pas qu'on leur mette des étiquettes. Mais en fait, une personne qui est en démarche diagnostique, c'est une personne qui cherche des réponses. Voilà. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on lui dise tout va bien, vous inquiétez pas, rassurez-vous, rentrez chez vous, hein, tout va bien. Non. La personne n'en tire aucun intérêt. Et en fait, que le professionnel croit que ça va l'aider de ne pas lui dire toute la vérité, rien que la vérité, c'est faux. Et c'est encore une fois peut-être infantiliser le patient, minimiser son histoire, ses ressentis, et puis presque une forme de, encore une fois, de validisme, de mépris, de stigmatisation. Non, je crois que les patients qui cherchent des réponses, ils ont le droit de savoir, ils ont le droit qu'on leur dise, ou alors qu'on émette des hypothèses. Si les médecins ils sont frileux à diagnostiquer parce que c'est une démarche précise, scientifique, clinique, qui demande du temps, etc., et qui demande à croiser plusieurs professionnels, ça peut se comprendre que les professionnels ils osent pas trop s'avancer, mais dans ce cas-là, mais dites-le, mais dites ainsi devant, faites une hypothèse, prenez un risque, parce que voilà, je veux dire, moi j'ai perdu 20 ans. J'ai perdu 20 ans quand j'étais petite, on a sans doute vu que ça n'allait pas trop, mais on n'a pas voulu dire. Après, mon corps a parlé à ma place, et j'ai dû me battre pendant 6 mois pour que enfin ce soit dit. C'est fou, quoi. C'est fou qu'on en arrive là. Et l'autre problème que j'ai eu, oui, c'est que, en fait, là j'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, mais ils nous analysent à la lumière de leur fonctionnement à eux. Et en fait, malgré eux, sans s'en rendre compte, ils ont une posture stigmatisante. Parce qu'en fait, ils nous jugent à travers leurs critères à eux. Et par rapport aux émotions, par exemple, ça peut être pris pour de l'anxiété. Alors qu'en fait, non, c'est notre fonctionnement, on est comme ça, on pose beaucoup de questions, on va très vite. Voilà, on peut même peut-être un petit peu agacer, mais c'est comme ça. Et voilà, donc c'est difficile pour eux, mais c'est sûr que d'avoir une conscience de la neuroatypie, d'avoir une conscience des fonctionnements qui sont différents. Je veux dire, maintenant, les neurosciences, elles sont quand même... on en parle quand même pas mal, on fait des conférences. Donc, c'est leur responsabilité de se tenir au courant. C'est pas à moi de faire leur boulot, c'est pas à moi de faire des recherches pour leur expliquer ce que c'est qu'un TDAH, ce que c'est qu'un haut potentiel, et pour leur dire, tiens, j'ai l'impression que la flexibilité mentale, c'est pas top. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me faire passer un test pour vérifier ça? C'est pas à moi de faire ça, c'est à eux de le faire. Donc là, je comprends pas. Je ne comprends pas, ça fait partie d'une construction sociale, où faut pas dire une construction sociétale, il faut attention, il faut rassurer. Et je peux comprendre que pour des enfants, qu'on dise à un enfant tu es autiste, ça peut être difficile pour l'enfant parce que se construire avec cette image-là, je sais pas ce que ça peut donner, je comprends que ce soit douloureux, mais des adultes qui ont tellement compensé, qui ont tellement pris sur eux, et qui maintenant font l'effort de faire une démarche, ils ont le droit de savoir qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça leur apporte à eux de ne pas dire, de nous mentir par omission. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Ensuite, pour finir, j'avais des petits conseils à vous donner.
J'ai déjà dit de bien choisir son professionnel, si possible de prendre un neuropsy qui soit aussi psy et votre psy, donc qui vous connaissent bien. Ensuite, ne pas s'arrêter au diagnostic, surtout s'il vous paraît incomplet ou erroné. Donc faites confiance à votre ressenti. Je sais que pour des personnes autistes, c'est pas évident, mais il y a quand même cette petite voix qui est là, je pense, et qui essaie de vous dire des choses. Hein. Il faut aussi se dire que ça ne nous fait pas plaisir de nous faire diagnostiquer. On ne fait pas ça parce qu'on adore les étiquettes. On ne fait pas ça parce que nous, ça nous plaît trop d'être autiste, haut potentiel, TDAH, trouble attentionnel. Non, faut arrêter de croire qu'on cherche à tout prix, je sais pas moi, des aides, ou faut arrêter la diabolisation par rapport à ça. On a le droit de savoir, on a le droit de se faire diagnostiquer, surtout quand il y a des souffrances. Voilà. Ensuite, c'est de bien se renseigner en amont avant la démarche diagnostique, mais de toute façon, je pense qu'on le fait tous, hein, c'est naturel de s'auto-diagnostiquer. Moi, je l'ai fait avant vous, j'ai pu me faire auto-diagnostiquer d'ailleurs TDAH et haut potentiel grâce à des vidéos YouTube. Donc c'est pour ça que moi j'adore faire des vidéos YouTube en fait pour parler de ça et partager. Parce qu'en fait, malheureusement, comme les professionnels sont pas trop au fait de la question, nous on va avoir des pistes, on va faire des liens auxquels eux peut-être, que eux ne feraient pas, et du coup ça va permettre de pas passer à côté d'une partie de ton diagnostic. Parce que bon, si on a un diagnostic par exemple de haut potentiel, mais qu'on n'a pas détecté le TDAH, ça peut être compliqué pour le patient ensuite. Il faut aussi penser au bien-être, à la qualité de vie du patient, quoi. Voilà. Ensuite, si le professionnel vous paraît stigmatisant ou validiste, ne pas hésiter à lui renvoyer en face un son déni et même sa méconnaissance. Et voilà, et dire clairement ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout sur vos épaules, d'être très énervé ensuite et vous voyez, d'être mal. Donc moi, ça a été mon cas malheureusement avec la neuropsy, c'est que j'ai tout pris dans la figure et que on n'a pas eu une conversation claire, explicite sur comment j'avais vécu ça et ce que elle, en fait, elle avait fait sans s'en rendre compte. Voilà, et ne pas hésiter à changer de professionnel si vous n'êtes pas à l'aise, si vous trouvez que le professionnel il vous comprend pas assez, il va pas creuser assez loin, n'hésitez pas à changer. Ensuite, n'hésitez pas à échanger, à alerter sur tel professionnel, à vous passer les bons filons, parce que je pense que les bouches à oreille, ça marche aussi bien. Dans la région où je suis, en tout cas, ma psychologue, heureusement, elle connaissait les bonnes personnes, bon, sauf la neuropsy, malheureusement. Mais bon, du coup, maintenant, elle a acheté le test, donc tout va bien. Voilà, hein, mais c'est sûr que c'est un peu compliqué, cette vidéo est très longue maintenant, donc je vais m'arrêter là. Je pense que je vais faire une troisième partie parce que le sujet n'est pas clos et il est plutôt intéressant. Mon but c'est pas de vous décourager à vous faire diagnostiquer quand je vous décortique tout ça, peut-être que vous allez vous dire que vraiment ça fait peur à quel point ça peut se passer aussi mal, mais non, c'est vraiment pour vous protéger et puis rassurez-vous, il existe aussi des gens qui sont au fait de la question, qui se renseignent, qui sont intelligents et qui ont de l'empathie et qui veulent vraiment aider et qui n'ont pas peur d'appeler un chat un chat. Donc d'appeler un autiste. Voilà, je voulais aussi vous dire que je vais mettre une boîte mail si vous souhaitez communiquer avec moi de manière plus approfondie, sans passer par les commentaires publics, il n'y a pas de souci. Moi, ça me fait très plaisir de voir que des personnes écrivent des commentaires